Bonsoir à tous. Donc, ce soir, notre 6e partie sur Canaan, un territoire disputé. En fait, plus on s'approche du temps présent et plus en fait il y a de densité, c'est-à-dire plus les choses sont denses. Surtout que, on va encore un peu le voir ce soir et encore on va rester très très large, mais on se rend compte à un moment donné que tous les événements mondiaux interviennent dans la compréhension de ce qui se passe. Alors évidemment, c'est pour ça que ça rend les choses extrêmement complexes et de plus en plus complexes. Par exemple, nous verrons la prochaine fois, comment le conflit Ukraine-Russie, sans rentrer dans le détail, mais comment ce conflit va jouer un rôle extrêmement important dans ce qui se passe aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu l'Ukraine-Russie, il n'y aurait pas eu ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas pris le temps, mais de la même manière, s'il n'y avait pas eu la révolution maoïste au début du XXe siècle en Chine, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël en 1948. Donc en fait, on se rend compte que tout... Alors, ça serait très très long, évidemment. Je peux vous dire que c'est passionnant, mais ça serait très très long. De considérer combien Dieu est précis. Et je dis ça parce que je veux un petit peu couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui voient du complot sioniste un peu partout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir que des événements qui sont a priori totalement déconnectés du problème, on va dire, entre guillemets, si on peut dire problème, enfin en tout cas de la situation d'Israël, et par ricochet du conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas de conflit, de complot, je veux dire. On voit des choses qui peuvent paraître complètement déconnectées les unes des autres en se disant, voilà, c'est le hasard, c'est l'être humain qui est mauvais, enfin, voilà, ce sont les circonstances. Et en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que tout est précis. Voilà. Et on va le voir encore un peu ce soir. Et on va le voir de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer jusqu'à maintenant. Donc, je reprends l'introduction avec quelques petits points en plus qui permettent d'éclairer un petit peu ce qu'on a déjà vu, sachant que ça reste quand même l'idée principale. Je tiens à le dire parce que certains vont prendre des vidéos un petit peu dans le désordre et n'auront pas cette conclusion. Cette introduction est très importante. Aborder le conflit israélo-palestinien est compliqué. Je viens de le dire en introduction, c'est très compliqué même. C'est un sujet qui déclenche beaucoup de passion, avec des accusations qui fusent dans toutes les directions. Dès qu'on commence à parler du sujet, ça fuse. Il est difficile d'en parler de façon rationnelle, de rester factuel, de rester dans la raison. Il faut considérer la portée très limitée du conflit israélo-palestinien pour rester rationnel, justement. Évidemment, cela a une portée spirituelle, alors là, qui n'est pas limitée, qui est illimitée. Mais ça, nous le verrons plus tard. Mais d'un point de vue purement, je dirais, factuel, géostratégiquement, politiquement, humanitairement, ça reste un conflit avec une portée très limitée. Géographiquement, le territoire disputé est très petit. Voilà, Israël par rapport à la France. Alors imaginez Gaza, la bande de Gaza par rapport à la France. Le nombre de victimes du conflit israélo-palestinien est faible. On est à 0,007% de morts par rapport à la population et par an depuis le début du conflit. Et on va mettre ça en regard à comparer avec les 1,57% de morts par rapport à la population par an, c'est-à-dire 220 fois plus lors des deux guerres du Congo en 1996 et 2006, ou les 0,13% de morts par rapport à la population et par an, c'est-à-dire 18,5 fois plus lors des guerres d'Afghanistan de 1980-1989 ou russo-japonaise 1904-1905. Pour ne rester que sur des guerres du XXe siècle. Et j'ai pris le Congo parce que c'est la guerre la plus meurtrière que nous ayons eue au XXe siècle.
Et j'ai pris la guerre d'Afghanistan et la russo-japonaise, puisque ce sont des guerres les moins meurtrières, si on peut dire, sachant qu'un mort est toujours une catastrophe, hein, nous sommes d'accord. Et donc, si je compare en pourcentage de la population israélo-palestinienne, on se rend compte que le nombre de victimes est très faible. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je le dis ici, je ne prends pas les chiffres du dernier conflit ici, de ces quelques dernières semaines, parce que les nombres de victimes annoncées ne sont pas validés. Or, nous savons que dans tous les conflits, il faut des mois, voire des années, parfois, pour pouvoir comptabiliser justement le nombre de victimes. Sinon, chacun annonce un peu ce qu'il veut, ou peut-être ce qu'il croit. Mais on est loin, très très loin, du reflet de la réalité. Donc il est sage d'attendre, parce que sinon, c'est une fois de plus, on n'est plus dans le rationnel, on n'est plus dans le factuel, on est dans la passion, dans le passionnel, dans l'émotionnel. Restons factuels. Je veux comparer ces nombres avec les 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde chaque jour, c'est-à-dire 4,57% de la population mondiale. Et là, ça devient énorme. 4,57% de la population mondiale est persécutée pour sa foi chrétienne. Si sa situation géographique en fait un territoire central, Israël, il est à la croisée des cultures occidentales, orientales et africaines. Donc on est vraiment sur un carrefour culturel, commercial, etc. Il est à la frontière entre deux mondes économiques, les sédentaires avec une logique de production d'un côté, les nomades avec une logique de commerce de l'autre côté, qui vont s'affronter, enfin se rencontrer sur ce territoire. Et donc forcément, deux cultures totalement différentes amènent, si ce ne sont des conflits, ce seront forcément des frictions. Israël est le liant entre le nomade et le sédentaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le point de rencontre. Et c'est ce qui fait la particularité du peuple, alors on va appeler israélite, et parfois circonscrit au terme juif, puisque juif, c'est celui qui pratique le judaïsme, littéralement. Le nomade, il est rejeté par l'Occident sédentaire. C'est-à-dire que le juif, je reprends le terme générique qu'on utilise, est considéré comme un nomade, puisqu'apatride pendant des siècles, c'est un nomade. Donc forcément, pour les sédentaires, c'est quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Donc, on va le rejeter puisque sédentaire. Puisque nomade, pardon. C'est pour ça que, par exemple, il a été souvent dit pendant les années 30, malheureusement jusqu'en 39-45, retourne chez toi. T'es pas chez toi ici. C'est un nomade, donc nous on est sédentaires, t'as rien à faire ici. Retourne chez toi. Mais il est rejeté, lui, par le Moyen-Orient nomade, puisqu'il veut s'implanter sur une terre, ça veut dire qu'il veut se sédentariser, donc il est considéré comme sédentaire par les nomades. Donc, pour un nomade, un sédentaire, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire là. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, étant à la croisée, étant à la frontière entre les deux, en fait, il est rejeté par les deux. Et Israël est revendiqué comme terre sacrée par trois religions antagonistes, qui sont le christianisme, l'islam, le judaïsme, chacune revendiquant évidemment Jérusalem comme ville sainte. Donc, ce qui ne rend pas les choses simples. Petit retour rapide sur les accords de la paix d'Oslo en 1994, que nous avons vu la dernière fois, mais c'est pour les avoir bien à l'esprit, parce que c'est à partir de là que les choses vont se compliquer. Les accords de paix d'Oslo de 1994 définissent 3 zones de souveraineté. Donc, je reprends la carte. Une zone A, qu'on appelle la zone A, sous contrôle palestinien,
palestinien. Donc c'était ce qui a été défini dans les accords de paix d'Oslo de 1994. Une zone B, une zone sous contrôle civil palestinien, mais Israël assure conjointement la sécurité intérieure. Et une zone C, sous contrôle israélien, englobant les colonies juives. C'est important, puisque ça veut dire que il a été mis dans cet accord de paix que les colonies juives, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais les colonies juives, c'est-à-dire des implantations dans des zones géographiques qui n'étaient pas du territoire israélien, sont dans l'accord de paix, sont reconnus comme étant, comme devant rester, voilà, c'est comme ça, sous contrôle israélien. Donc on a ce territoire, Israël, en gris sur la carte, plus les colonies, en vert clair ici, qui sont sous contrôle israélien. C'était l'accord de paix d'Oslo de 1994. À cette date, l'autorité palestinienne contrôle les grandes villes de la Cisjordanie. Voilà. Donc, c'est l'autorité palestinienne qui contrôle les grandes villes de la Cisjordanie. Et les 2/3 de la bande de Gaza. À cette époque-là, la bande de Gaza, 1/3 est contrôlée par Israël. Donc les 2/3, voilà, sont contrôlés sous, on va dire, la zone A. Contrôle palestinien. Ça, ce sont les accords d'Oslo de 1994. C'est important de le resituer parce que il y a eu un accord là sur certaines colonies juives. Donc il y a eu une sorte de statu quo sur une situation certes pas forcément normale, mais ce n'est pas le sujet. Restons factuels et rationnels. Il y a eu un accord de paix là-dessus. Donc on prend une photo et on se dit, voilà, un point d'arrêt où il y a un accord. 1996, Benjamin Netanyahou devient Premier ministre après avoir battu le sortant travailliste Shimon Peres, qui avait remplacé Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin qui a été tué. Le processus de paix initié par les accords d'Oslo est définitivement stoppé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Benjamin Netanyahou qui est au pouvoir, le processus de paix engagé en 1994 est arrêté. Il n'est pas annulé, il est arrêté. Aucune négociation. Benjamin Netanyahou lève le gel des colonies dans les territoires de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'il y avait un statu quo en disant, bon, les colonies actuelles, on reste comme ça, mais on ne bouge plus, quoi. Et Benjamin Netanyahou considère que non. Donc il lève le gel des colonies. Donc il va pousser au maximum la colonisation. Contre toute règle, légale. La Cisjordanie. Benjamin Netanyahou reprend l'appellation du général gouverneur militaire israélien de cette zone prise, le général c'est Narkis, en 1967, qui changea le terme territoire occupé ou rive occidentale du Jourdain en Judée et Samarie ou Judée-Samarie, en référence au territoire des deux royaumes bibliques issus du schisme entre la Judée, dont la capitale est Jérusalem, et Israël, dont la capitale est Samarie. C'est-à-dire qu'en fait, il change le nom. Pourquoi ? Parce que Cisjordanie, alors en fait, Cisjordanie en plus c'est francophone, parce qu'en anglais on ne dit pas Cisjordanie. L'ONU a également utilisé le terme de Judéa et Samaria dans le texte sous sa version anglaise de la résolution 181 du 29 novembre 1947 pour désigner précisément dans sa partie 2 les frontières des deux États arabes et juifs agréés par le partage de la Palestine mandataire. Dans ce document, l'ONU utilise comme référence des frontières connues de la Judée et de la Samarie en tant que région. C'est-à-dire que la base, elle est initialement, même au niveau de l'ONU, elle est biblique. La Judée et la Samarie. Donc justement, la Cisjordanie, on a voulu, entre guillemets, enlever la référence biblique pour lui donnant un autre nom. Mais Benjamin Netanyahou, lui, reprend cette appellation, donc général Narkis, pour dire, on l'appelle Judée-Samarie. Donc Benjamin Netanyahou ne parlera jamais de la Cisjordanie. Il parle de la Judée-Samarie. La Cisjordanie, il faut bien comprendre, c'est une dénomination usuelle du territoire chez les francophones.
dont l'étymologie dénote que le territoire est situé au-deçà du Jourdain, c'est-à-dire 6 au-deçà, Jordanie, Jourdain. Et par rapport à Israël, à l'ouest du fleuve. L'appellation Cisjordanie s'oppose à l'appellation Transjordanie, qui désigne le territoire au-delà du Jourdain. Ces deux termes, Cisjordanie et Transjordanie, apparaissent au XIXe siècle, donc très tardivement, pour désigner les parties de la Palestine respectivement à l'ouest et à l'est du fleuve du Jourdain. Les anglophones utilisent souvent pour cette même région l'expression West Bank, littéralement rive ouest, dénomination également géographique et qui a l'avantage d'être neutre vis-à-vis de l'autre rive du Jourdain, mais cette expression est aussi plus imprécise par rapport à d'éventuelles frontières avec l'État d'Israël. J'ai fait cet aparté parce que on est habitué à parler de Cisjordanie, mais c'est très francophone. Et pour montrer qu'en fait, il y a déjà, rien que dans les termes utilisés, parfois il y a des positionnements, je dirais, politiques, en réalité. La preuve, Benjamin Netanyahou parle de Judée-Samarie, alors on peut le comprendre. Les Anglais, West Bank, et les Français, Cisjordanie. Donc Cisjordanie, déjà, il y a un lien, la Jordanie, le Jourdain, enfin, donc il y a déjà un positionnement, il faut juste l'avoir à l'esprit, pour faire attention, parce que le mot que l'on emploie est porteur d'une connotation forte. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de la manière des mots qu'on emploie, parce qu'il y a des connotations fortes. Donc, il lève le gel des colonies dans les territoires de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. La création de colonies est facilitée par l'immigration d'1 million de juifs russes. 1 million de juifs russes, bon, pas d'un seul coup, évidemment, vont arriver dans les mois et les années qui vont à partir de un petit peu avant 1996, et ça va se continuer après. Pourquoi ? Parce que c'est une période où, justement, comme je l'ai dit en introduction, en Russie, il va se passer beaucoup de choses qui font qu'il y a une certaine ouverture pour que les juifs qui sont des nomades parmi des sédentaires, donc mal reçus, eh bien, vont prendre la valise, pour la plupart partir d'abord aux États-Unis, mais même aux États-Unis, ce sont des nomades dans un monde sédentaire, donc ça ne va pas, et donc beaucoup vont revenir en Israël. Et donc Benjamin Netanyahou va utiliser cette masse de population pour quelque part justifier la nécessité d'augmenter son territoire, ce qui n'était pas nécessaire, mais il va l'utiliser avec des prix extrêmement attractifs pour les gens qui s'installent en Cisjordanie dans des nouveaux kibboutz, de nouvelles colonies. Des prix extrêmement intéressants, voire on les paye pour s'installer. Donc on voit bien la volonté profonde d'utiliser cette population immigrante pour créer des colonies. La chute du mur de Berlin a concrétisé aux yeux du monde entier l'éclatement du régime communiste dont les conséquences furent considérables pour les minorités ethniques et les populations de l'Est. La déliquescence de l'Empire soviétique a permis aux minorités ethniques d'émigrer en masse vers leur pays d'origine. Ce retour de population concerne essentiellement deux minorités nationales de l'ex-URSS, l'une allemande, l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, l'autre juive, estimée respectivement à 2 millions de personnes, à peu près, et 1,5 million de personnes, d'après le recensement de la population dès 1989. Si l'émigration allemande s'est exercée vers l'Ouest, celle des Juifs se révèle être plus complexe. Vers quelle destination allait-il se diriger ? Il semble que dès l'acquisition de cette liberté d'émigrer, ils aient opté pour les États-Unis, mais suite à la révision à la baisse du quota d'immigration soviétique dans cet État, effectuée en parallèle à une très nette libéralisation de l'immigration en URSS, le flux migratoire s'est déplacé essentiellement vers Israël. Bon, c'est un sujet très compliqué, mais une fois de plus, comme je l'ai dit en introduction, si on y regarde de près, on se rend compte que tout a été fait, non pas dans un complot, mais les choses, on va dire, d'un point de vue purement politique ou extérieur, par hasard, au bon moment, sachant que hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Donc, on y voit sa signature. Benjamin Netanyahou fait construire des routes exclusivement réservées aux Israéliens, dites des routes de contournement
financé par les organisations et la communauté internationale pour limiter les zones possibles de conflit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est subtil. Les nouvelles colonies sont toutes reliées entre elles par des routes, mais qui ne sont autorisées qu'aux Israéliens. Ça s'appelle de la ségrégation. Hein. Et on justifie en disant que c'est pour éviter les conflits. Alors, c'est peut-être vrai, ça évite les conflits. Mais quelque part, était-ce vraiment la solution? C'est une question qu'on peut se poser. Oups. J'ai pris une carte des colonies début des années 90. Donc elle serait évidemment à commenter, mais on ne va pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais ça, c'est début des années 90. Ça, c'est fin des années 90, c'est-à-dire après l'intervention de Benyamin Netanyahou. Vous voyez la différence? On voit que, voilà, il y a eu une augmentation de mémoire, on doit être aux alentours des 70% de colonies. C'est énorme en fait. L'objectif politique de la colonisation, rendre impossible la création d'un État indépendant en Cisjordanie et sur la bande de Gaza. L'objectif, c'était s'il y avait des colonies partout juives, ça rendait impossible l'établissement d'un État palestinien avec autant de villes ou de villages juifs, gérés par des lois juives ou israéliennes en tout cas. Donc, ça rendait les choses impossibles. Et l'objectif de Netanyahou, c'était ça. C'était de rendre impossible la création d'un État palestinien, puisque un véritable gruyère où il n'aurait pu gérer que les routes et les talus, quoi. C'est-à-dire que pour aller d'un village à un autre. 2000. Quelques mois après le retour des travaillistes au pouvoir, puisque donc Netanyahou va perdre les élections en Israël avec Ehud Barak, les autorités israéliennes reprennent les pourparlers de paix avec l'OLP. Mais oui, justement, les tensions sont devenues tellement grandes que l'électorat s'est dit non mais c'est pas possible. Donc l'électorat israélien s'est dit c'est pas possible, il faut revenir chez les travaillistes qui sont pro-négociation, parce que là on va à un problème sans solution. Donc, et là, dès qu'il arrive au pouvoir, Ehud Barak, on entame à nouveau les discussions avec l'OLP. Échec des négociations à Camp David à l'été 2000, en juillet 2000. Un échec des négociations. Attribué à Yasser Arafat, cet échec des négociations. La proposition qui a été faite dans les négociations. Proposition qu'Israël annexe 9 à 10% de la Cisjordanie en échange de la même superficie dans le Negev israélien et maintienne temporairement une zone intermédiaire sous contrôle de Tsahal, ainsi qu'une bande sur 15% de la longueur du fleuve du Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, la négociation, c'est de dire, bon, on garde une partie des colonies, de tout ça qui est déjà en Cisjordanie. En échange de cette surface, on vous donne une autre surface, pour que vous récupériez quand même un territoire. Et on garde une partie du Jourdain, parce que c'était une frontière, en fait, avec une possible incursion de l'ennemi par là. Donc, c'était de garder une zone de sécurité. La Cisjordanie aurait ainsi eu une continuité territoriale, mais certaines routes existantes entre les blocs de population palestinienne auraient dû être bloquées à cause des annexions proposées. Donc, on voit bien que c'était compliqué, parce que ça veut dire que c'était aussi quelque part l'objectif, c'était quelque part diviser pour mieux régner, mais ce n'était pas de mettre les gens les uns contre les autres. Là, c'est diviser les différents secteurs pour pas qu'il y ait de gros secteurs qui pourraient être un point de départ d'une agression en masse. C'était l'objectif. Donc on voit que tout ça, c'est stratégique. Hein. Proposition aux Palestiniens. Une souveraineté sur les quartiers arabes extérieurs de Jérusalem-Est, quartiers ne faisant pas partie de la municipalité de Jérusalem avant 1967, et une souveraineté sur les quartiers chrétiens et musulmans de la vieille ville. Par contre, Israël n'offrait qu'une autonomie sur les quartiers intérieurs de la ville, tout en gardant la souveraineté sur les quartiers juifs de Jérusalem-Est. Sur l'esplanade des mosquées, mont du Temple, Clinton proposa plusieurs formules qui allaient de la garde des mosquées
à la souveraineté palestinienne sur la surface, Israël gardant la souveraineté sur le sous-sol. Et c'est compliqué. Alors, il y a des raisons. Il y a des raisons. Pourquoi le sous-sol? Parce que le sous-sol, en fait, des sous-bassements, on y retrouve encore. Il y a des tunnels comme le tunnel des Échias, etc., qui sont spécifiquement juifs, historiques, qui sont interdits depuis des années maintenant, parce que c'est considéré comme étant sur un lieu saint de l'islam. Et donc, surtout, il ne faut pas aller, même de façon archéologique, aller visiter ces lieux. Yasser Arafat refuse catégoriquement les propositions sans faire de contre-propositions et quitte la table des négociations. C'est-à-dire, en fait, il dit non. C'est pour ça qu'on lui reproche cette fermeture, puisqu'il n'y a pas de contre-proposition, il n'y a même pas de dire « écoutez, il faut que je réfléchisse », il n'y a rien. C'est non. Et il s'en va. Donc c'est pour ça que Bill Clinton va annoncer que c'est Yasser Arafat qui a fait échouer les négociations. Mettant en avant le fait qu'aucune solution n'était proposée pour ce problème, alors que les Israéliens étaient, selon eux, en partie responsables de ce problème, justement le problème des colonies. Donc il y a un problème en fait. Donc il dit non. Et en particulier, le problème vraiment que Yasser Arafat soulevait, c'était les réfugiés. Que fait-on des réfugiés? Et plutôt que de dire on a oublié ce problème, donc on va discuter sur ce sujet, il a fermé la porte. Réponse, pourtant, il y a eu des réponses qui ont été formulées immédiatement par Israël face au problème. Donc il y a eu un retour. Le même nombre, en disant, attention, nous avons approximativement le même nombre de juifs qui avaient aussi dû fuir les pays arabes depuis 1948 sans indemnité. Puisqu'en fait, le problème des réfugiés, c'est de dire, oui, mais attendez, il y avait des arabes en Israël, et puis maintenant les arabes, des musulmans arabes en Israël, qui ont dû quitter Israël pour aller dans une autre zone. Donc en fait, quelque part, ils ont tout perdu. Voilà, c'était la discussion. Et donc Israël a rétorqué, mais depuis 1948, il y a aussi beaucoup de juifs qui étaient dans des zones reconnues palestiniennes qui ont quitté. Donc quelque part, c'est match nul, quoi. Aucun droit de retour au retour, donc ça c'est ce qu'a proposé Israël pour les réfugiés. Aucun droit au retour pour les réfugiés palestiniens, afin de garder le caractère juif de l'État Israël. Parce qu'en fait, si ils ont fait le calcul que s'ils acceptaient que tous ceux qui habitaient là avant reviennent en Israël, la balance pourcentage de population juive et population arabe risquait d'être déséquilibrée dans certaines régions. Auquel cas, le caractère israélien se perdait. Par contre, il y a eu un accord de retour de 10 000 à 30 000 réfugiés en Israël sur 10 ans pour raisons humanitaires. C'est-à-dire que sur 10 ans, ils acceptaient qu'il y ait de 10 à 30 000 personnes qui puissent venir en Israël pour être soignées. Mais ça a été refusé. Pour des raisons humanitaires. Ça a été refusé. Il refuse catégoriquement les propositions sans faire de contre-proposition et il quitte la table de négociation, Yasser Arafat. Donc c'est sans retour. Donc une fermeture totale. Toujours dans cette année 2000, en septembre, Ariel Sharon visite l'esplanade des mosquées. Tout le monde lui avait déconseillé. Tout le monde lui avait dit « c'est pas une bonne idée ». Les négociations ont été fermées, c'est très tendu. En tant que représentant politique israélien d'aller visiter l'esplanade des mosquées, c'est pas une bonne idée, il faudrait peut-être attendre un peu. Il a quand même voulu y aller. Ariel Sharon, qui est-il? Après sa retraite militaire, il a fait la guerre israélo-arabe de 1948. Il a fait Suez, il a fait les 6 jours et il a fait la guerre du Kippour. Donc il a une certaine légitimité en Israël sur son positionnement quant à l'État d'Israël et l'État palestinien. Il entame une carrière politique au début des années 70 en cofondant le Likoud, puis exerce plusieurs fonctions ministérielles de 1977 à 1992, de 1996 à 1997, c'est-à-dire sous Benjamin Netanyahou. Donc ça veut dire qu'il est du même avis. Au gouvernement, il autorise l'implantation de colonies israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, sous Netanyahou. Donc c'est pas n'importe qui va visiter l'esplanade des mosquées. C'est quelqu'un qui représente quelque chose d'important dans ce contexte tendu.
Déclenchement de la seconde intifada. Voilà, c'était presque inévitable. Le Hamas reprend les attentats à grande échelle. Jusqu'à présent, le Hamas c'était un peu faisait parler de lui, mais très localement. C'était pas à la grande échelle. Là, il reprend les attaques à grande échelle. Le Hamas, n'ayant jamais accepté les accords d'Oslo, perpétrait des attentats locaux en Israël régulièrement. Mais ça restait très local. Tandis que là, ça va devenir à grande échelle, donc y compris des attentats à l'étranger. La seconde intifada, soulèvement militarisé, conduite à la fois par des activistes opposés aux accords d'Oslo, membres du Hamas et du djihad islamique, mais aussi de membres du FPLP et du FDLP, dont on a déjà parlé les fois précédentes, ou même du Fatah, qui recourt volontiers à l'attentat suicide et semble jouir d'une certaine autonomie vis-à-vis de leur hiérarchie. C'est-à-dire que c'est des groupes qui peu à peu se détachent des représentants qui pouvaient servir d'intermédiaires dans les négociations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des groupes qui deviennent indépendants et qui font un peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. C'est difficile à gérer. Le lynchage de 2 réservistes israéliens à Ramallah traumatise les Israéliens. Pour ceux qui s'en rappellent, 2 réservistes qui ont été lynchés par la foule jusqu'à être dépecés par la foule où on montrait les organes, chacun qui pouvait... Enfin, ça a été abominable. Et comme il y avait des journalistes à ce moment-là, en fait, ça a été filmé et retransmis. Ça a été, et ça a fait l'équivalent d'une bombe dans la population israélienne, puisque c'était une agression qui rappelle évidemment certaines choses récentes, extrêmement violentes, de 2 jeunes réservistes, en fait, qui ont été massacrés. Revenons sur le contexte, puisqu'on nous parle de la seconde intifada, souvent, qui a été déclenchée par la visite de l'esplanade des mosquées. Mais reprenons le contexte pour voir qu'en fait, il y a d'autres choses sous-jacentes, pour bien comprendre. Le processus de paix israélo-palestinien initié par les accords d'Oslo se trouve dans l'impasse après l'échec du sommet de Camp David en juillet 2000, laissant penser que l'autorité palestinienne est impuissante à mettre fin à l'occupation. Parce que la position de Yasser Arafat a été perçue par les pro-palestiniens comme étant un échec, c'est-à-dire une impuissance à se positionner. Et même à faire une contre-proposition. C'est-à-dire qu'en fait, l'OLP s'est montré totalement impuissant. Le retrait israélien du Sud-Liban est interprété comme un succès du Hezbollah. C'est-à-dire qu'en 2000, les Israéliens se retirent. Donc, ils avaient annexé le Sud-Liban et ils se retirent. Et donc ça, pour les pro-palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, c'est-à-dire, mais le Hezbollah, lui, il a gagné. Lui, il a gagné. Le retrait unilatéral d'Israël du Sud-Liban le 22 mai 2000 sembla accréditer la stratégie militaire hezbollahi de harcèlement, alors qu'il traduisait en réalité l'impasse politique et militaire qu'était devenue cette occupation sans objet. C'est-à-dire qu'ils avaient occupé le Sud-Liban pour défendre la Galilée parce qu'il y avait des agressions par le Hezbollah. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien, que ça coûtait un argent fou et que ça ne servait strictement à rien. Donc, ils sont retirés. Mais ça a été utilisé, ce retrait, comme étant « nous avons gagné parce que nous avons tellement harcelé l'armée israélienne sur le sol libanais qu'ils ont été obligés de se retirer ». Et donc le Hamas et le Fatah, le Hamas dans la bande de Gaza et le Fatah en Cisjordanie, va se dire « ça, c'est la stratégie qu'il faut. On arrête les négos, parce que la négociation, c'est pas bon. La preuve, ça donne rien. L'OLP a perdu. » Ça, c'est sous-jacent. C'est ce qui se passe, en fait, en dessous. Les luttes d'influence entre les différentes factions du Fatah et du Hamas fragilisent l'autorité de l'OLP. Parce que l'OLP, qui se veut être le représentant de la Palestine, dans sa globalité, en réalité, elle est complètement tiraillée par des guerres intestines entre le Hamas dans la bande de Gaza et le Fatah dans Cisjordanie. Et ça n'arrête pas de se tirer dedans. Voire, parfois, il y a même eu des attentats de l'un vers l'autre.
pas sur l'Israël. Donc on voit bien que c'était très compliqué. Donc Yasser Arafat, au milieu de tout ça, il n'arrivait plus à gérer en fait. Stratégie de la seconde intifada. Fort de leur expérience durant la première intifada, les différentes factions pro-palestiniennes, et en particulier le Hamas, entrent dans une guerre des mots caractérisée par un schéma systématique. C'est-à-dire qu'on en a parlé la première intifada, ils se sont rendus compte que l'opinion du public, l'opinion internationale au niveau du public, était facilement manipulable en jouant sur des images et des mots. Et à partir de là, la seconde intifada va être, évidemment, il va y avoir des actions guerrières, violentes, mais la vraie guerre va se situer au niveau, ils appellent ça d'ailleurs, vous pouvez taper sur Internet pour regarder, la guerre des mots. Et l'objectif va être de mettre en avant des aspects misérabilistes, victimaires, systématiques, avec un schéma qui va naître dans le début des années 2000 et qu'on va retrouver systématiquement. Pour faire simple, j'ai mis ici une caricature dénonçant la propagande du Hamas, pour montrer, en fait, c'est une caricature, mais pour montrer le systématisme. Je donne les traductions. Nos quartiers généraux ont été détruits, et les quartiers généraux en général sont en ville, donc il y a des quartiers de ville d'habitation qui sont détruits. Premier message, qui va être suivi par des milliers de civils innocents sont blessés ou morts, systématiquement, même si ce n'est pas le cas. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est jamais le cas, mais même si ce n'est pas le cas. Nous manquons d'eau et de nourriture. Et nous avons gagné. Ça, c'est la guerre des mots. Systématiquement, toutes les communications du Hamas, en particulier, mais aussi du Fatah, mais surtout du Hamas, va se situer là. Et sur ce point-là, Israël est très mauvais. Je vais donner un exemple pour montrer aujourd'hui que c'est encore vrai. Le 7 octobre, je reste rationnel, il y a eu une agression du Hamas en Israël. Il y a eu un hashtag. Israël under attack. Israël attaqué, en anglais. Donc évidemment, il y a eu des centaines de milliers, très rapidement, voire des millions d'utilisation du hashtag. Israël under attack. 5 jours après le 7 octobre. Nous sommes donc le 12 octobre. Rien n'avait été dit en Israël qu'il y allait avoir une attaque, une répression, quoi que ce soit. Il n'y avait rien. Mais il y avait un hashtag Gaza under attack qui faisait le même nombre de vues, de touch, comme on dit, que Israël under attack, alors que Gaza n'avait pas été attaqué. Résultat de cette communication très forte de guerre des mots, eh bien, pour beaucoup de Palestiniens, Gaza avait été attaqué. Alors, vous voyez, c'est juste pour montrer la puissance de la guerre des mots. Et l'outil informatique, Internet, est très utilisé et ils sont très forts sur ce sujet. Et Israël n'est toujours pas très fort. Il s'est amélioré, mais ce n'est pas encore ça. Donc ça, c'est la seconde intifada. En 2001, Ariel Sharon devient Premier ministre en Israël. Donc il gagne les élections. Hostile aux négociations, lui, il entreprend de vastes vagues de répression du terrorisme. Il est monté au pouvoir, pourquoi ? Parce que les négociations n'ayant rien donné du tout, les gens se sont dit c'est pas possible. On a essayé de négocier et en face on n'a rien. Et on a de la violence. Il nous faut quelqu'un qui a la poigne. Donc, Ariel Sharon. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis aggravent la situation, et j'aurais prédire aggravent très sérieusement la situation. Une fois de plus, il va y avoir là un élément
important du conflit israélo-palestinien. Faisons un petit détour. Les attentats du 11 septembre 2001 sont une onde de choc dans le Moyen-Orient. Et en particulier dans le conflit israélo-palestinien. Évidemment, dans le Moyen-Orient, on le comprend, avec ce qui s'est passé, mais nous, on va se concentrer sur le conflit israélo-palestinien. Situation avant les attentats. La répression israélienne fragmente les territoires autonomes palestiniens en enclaves séparées, érodant la souveraineté de l'autorité palestinienne au profit des notabilités locales. C'est-à-dire qu'il y a une répression très forte à la seconde intifada, et l'objectif, ça va être de scinder, d'éviter qu'il y ait un gros territoire sur lequel il va y avoir, ça va être difficile de faire face. Ils vont scinder tout ça en petits morceaux, le morceler. Alors, la représaille israélienne, destruction de l'infrastructure administrative, économique et politique, et entrave à la liberté de déplacement par barrage et blocus. Je ne parle pas de 2023 là. Je parle de 2001. Pour montrer qu'en fait, la stratégie est la même. Est la même. C'est juste bis repetita. Notabilité locale, eh bien, le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au sud Liban et le Fatah en Cisjordanie. C'est-à-dire que Israël érode la souveraineté de l'autorité palestinienne, plutôt que d'avoir une puissance de feu qui réunirait le Hamas, le Hezbollah et le Fatah, ce qui serait difficile à gérer. Eh bien, en fait, il scinde, divisé pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour Israël de faire face au Hamas d'un côté, au Hezbollah d'un autre et au Fatah d'un autre encore, sachant que ces trois-là sont montés les uns contre les autres. Parce que, de toute façon, pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques, ils ne s'entendent pas du tout. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est l'objectif de la répression israélienne. La direction palestinienne doit aussi faire face aux pressions des États-Unis. Avant le 11 septembre. Échaudé par l'échec du sommet de Camp David, imputé aux négociateurs palestiniens par Bill Clinton, les États-Unis et la nouvelle administration de George Bush font dépendre toute reprise du processus de paix de la capacité de l'autorité palestinienne à stopper les activités militaires des terroristes. C'est-à-dire que les États-Unis disent « Si vous voulez qu'on renégocie, qu'on redémarre une négociation, il va falloir que vous arrêtiez ceux qui sont officiellement sous votre autorité par rapport à tous les attentats. » Or, ils ne le pouvaient pas puisqu'ils étaient devenus indépendants et qu'ils se tapaient même entre eux. Ils se tapaient dessus entre eux. Donc en fait, on était dans une impasse. On était dans une impasse totale. Ce préalable que l'autorité palestinienne est incapable de respecter a pour conséquence l'échec des missions américaines de médiation qu'on va trouver en 2001 et 2002. Donc il y a la mission Mitchell, le plan Tenet et la mission Zini, pour ceux qui veulent, pourront aller voir. Mais à chaque fois, ça aboutit à néant, puisque l'OLP ne peut pas gérer les autorités du Hamas, du Hezbollah et du Fatah. C'est fini. La dégradation de la situation politique et économique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza n'empêche toutefois pas la population de soutenir massivement le soulèvement, même si une majorité appuie, en fin de compte, le principe d'un cessez-le-feu et la reprise des pourparlers de paix avec les Israéliens. C'est-à-dire que ça devient la confusion en Cisjordanie. Et comme il y a la guerre des mots de victimisation, beaucoup de gens, de personnes, qui ne sont pas militaires, personnes, abreuvés d'une information qui n'est pas le reflet de la réalité, forcément se retrouvent dans une position où pour eux, il n'y a que se défendre et la guerre, puisque nous sommes agressés. Donc on est vraiment dans une situation inextricable. Et après, maintenant, situation après les attentats. Donc on voit qu'avant les attentats, c'est très compliqué. Puis interviennent les attentats. À l'unisson des réactions de la communauté internationale, la direction palestinienne dénonce les attentats en assurant les États-Unis de son soutien dans la lutte contre le terrorisme. Vu qu'il y a une pression des États-Unis, faut que l'OLP réussisse à, entre guillemets, à refaire copain-copain avec les États-Unis. Et là, c'est l'occasion. Lui dire « Ah oui, non, mais là, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui vous arrive. Enfin, on est d'accord avec vous, c'était terrible et tout ça. » Donc, ils vont dans ce sens. Au titre de gage, le président
de l'autorité palestinienne et chef de l'OLP, Yasser Arafat, va même jusqu'à théâtralement faire don de son sang pour les victimes des attaques en Amérique. Là, on est dans une aberration. Enfin, vis-à-vis du monde arabo-musulman, je dirais, par rapport aux États-Unis, par exemple pour l'Iran, le grand Satan, là, Yasser Arafat, il vend pas son âme, il vend son sang. Enfin, il y a un problème, quoi. On voit qu'on arrive vraiment dans une situation ubuesque. Yasser Arafat interdit toute nouvelle manifestation en faveur d'Oussama Ben Laden et en exigeant des terroristes qu'ils suspendent leurs attaques contre Israël. Parce que dès qu'il y a eu les attentats, beaucoup de gens pro-palestiniens sont sortis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour dire youpi, youpi, tralala. Et là, il fallait pas parce qu'il perdait tout appui des États-Unis, Yasser Arafat. Donc il a essayé de rétro-pédaler, comme on dit, c'est-à-dire de faire marche arrière, mais ça n'a pas fonctionné. En outre, ses porte-paroles s'efforcent de disqualifier les Palestiniens qui se sont spontanément réjouis des attentats et de les montrer comme des marginaux peu représentatifs de la population. C'est ce qu'essaie de faire l'OLP. Mais évidemment, il est en train de se couper de sa base. C'est-à-dire qu'en fait, il va perdre toute autorité. Dès le lendemain des attentats, Israël s'efforce d'arrimer sa répression à l'intifada, à la croisade, entre guillemets, qu'entreprennent les États-Unis contre le terrorisme dans l'ensemble du Moyen-Orient. Ils disent, nous aussi, nous aussi, il nous arrive la même chose. La partie n'était pas jouée d'avance. Les priorités à court et moyen terme des États-Unis et d'Israël n'étant pas identiques. Oui, là, en l'occurrence, après le 11 septembre, les États-Unis, c'était pas trop la paix en Israël, leur sujet. Leur sujet, c'était de redorer le blason, parce qu'ils se sont pris quand même, au niveau international, un coup terrible sur leur territoire. Donc il fallait reprendre un petit peu l'autorité des États-Unis dans le monde. Alors que le gouvernement d'Ariel Sharon pense tenir l'occasion d'en finir avec le soulèvement palestinien et Arafat, l'administration américaine se focalise initialement sur la destruction des auteurs des attentats, Al-Qaïda n'étant pas ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni le Fatah, donc ça n'arrange pas Israël, et l'Afghanistan des talibans, en gardant l'Irak de Saddam Hussein en ligne de mire. Oui, puisqu'on se rappelle quand même de ce qui s'est passé la première guerre du Golfe, et donc les États-Unis l'ont un peu mauvaise et vont sauter sur l'occasion pour essayer de renverser Saddam Hussein. Il était donc nécessaire de ménager les Palestiniens, condition sine qua non du soutien des pays arabes à la croisade antiterroriste. C'est-à-dire que les États-Unis, certes, visaient tout particulièrement les talibans, l'Irak et Al-Qaïda, mais il ne fallait pas qu'ils se mettent à dos le monde arabo-musulman. Donc il fallait qu'ils soient quand même un peu pro-palestiniens. Alors que jusqu'à présent, ils étaient très pro-israéliens. Donc on voit que ça change les choses, cet attentat-là. Il s'agissait aussi de soustraire aux entités terroristes l'instrument de mobilisation constitué par l'appel à la libération de la Palestine. Oui, parce que les pro-palestiniens ont utilisé ces attentats pour dire quelque part, c'est nous. Quelque part, c'est nous. Quelque part. Mais comme Israël a dit, quelque part, c'est nous aussi. Puisqu'Israël a essayé, auprès de l'administration américaine, de dire vous avez Oussama Ben Laden en ligne de mire, nous, c'est Yasser Arafat. Il a essayé d'associer, en fait, pour utiliser cette dynamique américaine. Au même titre que les pro-palestiniens, Hamas, Fatah et Hezbollah, ont utilisé la dynamique d'Al-Qaïda pour essayer d'utiliser cette aspiration pour dire nous aussi. Donc, les attentats du 11 septembre aggravent la situation. Ça devient de plus en plus tendu. L'administration américaine se refuse, dans un premier temps, à suivre les desseins anti-palestiniens d'Israël. Oui, parce qu'il ne fallait pas se mettre à dos le monde arabo-musulman de ce point de vue-là.
Comme le président Bush le confie au roi Abdallah de Jordanie, une semaine après les attentats, les États-Unis restent fidèles au principe du retrait israélien du ou des territoires occupés et d'un règlement juste du problème des réfugiés tel que consacré par les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Et là, il y a un retournement de veste. Israël est en train de perdre son appui suite aux attentats du 11 septembre. C'est curieux parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Vous voyez ? On aurait pu s'attendre en fait à ce que, vu que Al-Qaïda, enfin pour nous occidentaux de loin, je veux dire, Al-Qaïda, ce monde un petit peu arabo-musulman terroriste, les États-Unis allaient se mettre en bloc contre ce monde avec Israël pour... Eh ben non, parce qu'il fallait jouer plus fin. Et donc du coup, retournement de veste. Alors retournement d'une manche, parce que c'est pas toute la veste quand même qu'ils ont retourné. Donc c'est retournement d'une manche, la moitié de la veste. C'est-à-dire qu'ils essayent de montrer que, oui, ils comprennent bien la problématique pro-palestinienne et qu'ils sont un peu d'accord quand même. L'opinion publique internationale associe les auteurs des attentats à Yasser Arafat et à l'OLP. Pour beaucoup, par la communication qui a été faite, eh bien une association, c'est ce que cherchait à faire Israël. Et c'est ce qui a été fait. Alors que ce sont deux choses totalement différentes. En 2004, Yasser Arafat décède. Et il est remplacé à la tête de l'OLP par Mahmoud Abbas, membre du Fatah, favorable à la négociation avec Israël. Donc membre du Fatah aussi, comme Yasser Arafat au départ. Mais là, c'est un membre du Fatah qui monte au pouvoir de l'OLP. En 2005, Ariel Sharon décide, sans aucun échange avec l'OLP, de se retirer complètement de la bande de Gaza. C'est-à-dire que Ariel Sharon a cette particularité, c'est qu'il ne demande l'avis de personne. Il considère qu'il faut, il fait. Point. Et donc là, il se retire de Gaza. Alors qu'il y avait toute une partie où c'est Israël qui maintenait un petit peu l'équilibre, il s'en va. Sans même discuter ni pourquoi ni comment. Le démantèlement des 21 colonies juives de Gaza et le désengagement de l'armée israélienne donnent l'autorité de toute la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Je veux dire, c'est bizarre. Donc voilà. Donc les colonies se retirent et l'armée se retire. Hormis son espace aérien et son espace maritime. C'est-à-dire qu'en fait, il se retire, sauf que l'espace maritime reste sous contrôle israélien et l'espace aérien aussi. Donc c'est que terrestre. Et ça va avoir des conséquences dramatiques pour Israël. Je dirais presque pour les Gazaouis aussi. Puisqu'en 2006, le Hamas gagne les élections législatives dans la bande de Gaza en janvier, tout début de l'année. C'est pas l'OLP qui va gérer la bande de Gaza, c'est le Hamas. Qui gagne 76 voix sur 132. Le retrait unilatéral d'Israël de la bande de Gaza est utilisé par le Hamas pour justifier l'impossibilité de négocier avec Israël et donc la nécessité de prendre les armes pour libérer la Palestine. Puisque Ariel Sharon n'a même pas discuté, il n'a même pas prévenu qu'il allait partir. Le Hamas dit, regardez, c'est des gens avec qui on ne peut pas parler. En fait, renversement, au départ, c'était Yasser Arafat qui bloquait tout. Et en 2000, et là, le Hamas utilise l'attitude très solitaire d'Ariel Sharon pour dire, on ne peut pas discuter avec eux, on n'est pas sûr, ils peuvent faire n'importe quoi du jour au lendemain. L'incapacité pour Mahmoud Abbas de présenter une quelconque réussite par la voie de la négociation ouvre les portes à la radicalisation. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas n'a pas pu contrer ce discours du Hamas puisqu'il n'avait rien à présenter, puisqu'il n'avait rien obtenu, rien négocié, rien. Donc le Hamas a eu le champ libre pour les élections. C'est un choc tant pour les gouvernements occidentaux et israéliens que pour les partisans du Fatah. Mahmoud Abbas était du Fatah. Tous les gouvernements occidentaux cessent leurs relations avec le gouvernement de la bande de Gaza, le Hamas étant une organisation terroriste.
état de fait sur le fait du terrorisme du Hamas, confirmé par l'enlèvement de Gilad Shalit. Je crois que de mémoire, c'était en mai 2006, qui demandait la libération de prisonniers palestiniens à Israël pour restituer l'otage. Ce qui a été fait en 2011-2012. 6-7 ans après. Attitude, ce blocage-là, des relations avec le gouvernement de la bande de Gaza, attitude qui va alimenter le ressentiment de la population gazaoui envers l'Occident. Vous voyez, on pourrait se dire que c'est quasiment erreur sur erreur, en fait, au niveau communication, puisque on va entendre ce message. Vous avez fait la guerre en Irak au nom de la démocratie, mais quand nous empruntons la voie de la démocratie, vous ne reconnaissez pas notre vote. Puisqu'ils ont voté. Le Hamas a été élu. Et tous les gouvernements disent « Stop ! On ne parle plus avec vous parce que oui, mais les Gazaouis répondent, et en particulier le Hamas, mais c'est la démocratie. Ce sont les élections. » En février, Ismaël Haniyeh est nommé Premier ministre de l'autorité palestinienne. C'est un problème parce que Ismaël Haniyeh, c'est un membre du Hamas. Bah oui, puisque comme le Hamas a gagné les élections sur la bande de Gaza, il doit être dans l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à l'OLP, il doit être représenté avec force. Et il déclare que sa nomination est une victoire de son parti, du Hamas. En fait, quand il est élu Premier ministre de l'autorité palestinienne, Ismaël Haniyeh, il annonce, il dit, c'est la victoire du Hamas face à un président qui est du Fatah. Donc c'est-à-dire que les guerres intestines, c'est reparti de plus belle. C'est reparti de plus belle. En 2012, à Téhéran, dans un discours durant les célébrations du 33e anniversaire de la révolution islamique de 1979, ce même monsieur déclara que le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël. Donc, on a Mahmoud Abbas qui essaye de négocier en disant « Nous, on est prêt à reconnaître Israël, mais en contrepartie, il nous faut un territoire palestinien, un État palestinien, etc. » Et le Premier ministre, il dit « Non, mais nous, on ne reconnaîtra jamais Israël. » Donc, les choses deviennent à nouveau complètement bloquées. Mais en interne, cette fois-ci. En interne à l'OLP. Voilà. Et en juin 2007, son gouvernement est limogé donc à Ismaël Haniyeh par le président Mahmoud Abbas. Donc vous voyez, c'est très compliqué en fait. Voilà. Donc dans la bande de Gaza, on a le Fatah qui est minoritaire et le Hamas qui est majoritaire. Commence alors de fortes tensions internes au mouvement palestinien. Bah oui, forcément, ça devient très très compliqué. En juin 2007, donc le gouvernement est limogé par le Mahmoud Abbas, qui décrète l'état d'urgence après plusieurs mois de violents affrontements entre les membres du Hamas et ceux du Fatah. C'est-à-dire qu'en fait, on a de l'ultra-violence entre le Hamas et le Fatah. Il n'y a même pas question d'Israël, là. Alors, quand on essaye de prendre les coupures de journaux de l'époque qui essayent d'expliquer ce qui se passe, vous avez des gros mélanges, puisque parfois vous avez des attentats qui étaient du Hamas contre le Fatah et on vous dit que c'est le Hamas qui attaque Israël. Enfin, c'est indémêlable. C'est indémêlable. En 2007, la bande de Gaza est isolée par les autres pays. Donc on a majoritairement le Hamas sur la bande de Gaza et le Fatah en Cisjordanie. Et au milieu, Israël. Israël ne verse plus les droits de douane à la bande de Gaza. Les États-Unis et l'Union européenne stoppent leur aide financière. En juin, l'Égypte et Israël ferment leur passage frontalier avec Gaza. C'est important, parce que souvent, dans certaines informations, on nous dit qu'Israël a fermé. Mais en 2007, c'est l'Égypte et Israël qui conjointement ont fermé leurs frontières avec la bande de Gaza. Donc si, bloqué. Toute la bande de Gaza était
fermé. Le passage de Rafah est fermé par l'Égypte. Il sera réouvert en 2011 puis refermé en 2013 suite à un coup d'État de l'armée égyptienne. Rafah est fermé. Rafah dont on entend encore parler aujourd'hui. Rafah, c'est un accès égyptien. S'il est fermé, c'est parce que l'Égypte l'a fermé. Ça n'a rien à voir avec Israël. Israël n'a aucun droit de regard sur Rafah. Par ailleurs, l'Égypte détruit les tunnels de contrebande qui approvisionnaient en nourriture, en matériaux de construction et en armes la bande de Gaza. Donc on avait des tunnels dans le sud, entre l'Égypte et la bande de Gaza, et c'est l'Égypte qui a détruit les tunnels. Israël construit un mur de séparation à la frontière avec la bande de Gaza et instaure une zone de sécurité du côté gazaoui. Voilà, c'est un mur en fait. Tous les passages sont fermés, à l'exception de Kerem Shalom et Soufa, réservés pour les marchandises, dans le sud, à l'exception d'Erez, réservés pour les personnes. Ces personnes, seuls les personnels des organisations internationales et les malades peuvent y transiter. En fait, c'est humanitaire, essentiellement, qui vont rester ouverts. Alors c'est stratégique d'avoir ouvert le sud et le nord. Le sud pour les marchandises, le nord pour les personnes, pour éviter qu'il y ait une concentration et qu'il faille aller d'un côté, complètement de l'autre côté pour une personne et de l'autre côté pour de la marchandise. Si jamais il y avait eu des armes avec des terroristes, les armes seraient passées par le sud et le terroriste par le nord. Ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Bon, ça ne veut pas dire parce qu'il y a des réseaux, mais voilà, c'était l'objectif, pouvoir surveiller de façon plus précise. Le PIB de la bande de Gaza est devenu 2 fois plus faible qu'en Cisjordanie. Le PIB de Gaza, 1535 $ par habitant. Ça, c'est les chiffres que j'ai pu trouver pour 2011. PIB de Cisjordanie, 3137 $ par habitant. Le chômage de la bande de Gaza a explosé, puisque le chômage, en fait, Gaza 31,5%, Cisjordanie 20%. 20% c'est déjà beaucoup, mais 31% c'est un tiers. Une personne sur 3 dans la bande de Gaza est au chômage. Ces chiffres que j'ai trouvés, c'était en 2012. La population gazaoui est prisonnière entre les exigences du Hamas, les bombardements israéliens et la sourde oreille égyptienne. Nous sommes en 2007, le cas de figure, bis repetita en 2023. Bis repetita. Avec les 3 mêmes acteurs, dans la même situation, avec les mêmes réactions. Puisque, encore aujourd'hui, Rafah a été fermé par l'Égypte, réouvert il y a quelques jours, mais exceptionnellement, je dirais pour la trêve, mais sinon c'est fermé par l'Égypte. Le reste est fermé et maintenu par Israël. Israël bombarde, l'Égypte fait la sourde oreille, et la population gazaoui se trouve coincée entre les deux. Enfin, entre les 3, on va dire. Mais surtout entre le Hamas, avec ses exigences violentes, et Israël qui réagit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Mais là, on commence à voir, je dirais, le calque qui va se superposer maintenant systématiquement. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois, on va terminer, parce que après c'est toujours le même calque entre la méthode de communication du Hamas, la sourde oreille de l'Égypte, la réaction d'Israël, c'est du copier-coller qui va se reproduire à maintes reprises. Donc on ne va pas tout commenter, parce que c'est toujours la même chose, avec évidemment des petits décalages, des petites choses qui changent. Et voilà. Et donc la prochaine fois, nous verrons les derniers points qui nous amèneront à bien comprendre et à regarder après, maintenant qu'on a un tableau relativement précis de la situation, à regarder que dit la parole de Dieu, que dit la Bible. Alors, pas avec précision, parce que là, on repartirait pour une petite série de plusieurs. Mais, et surtout, regardez
ce qu'il en est de ce discours fréquent que l'on entend, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent et on va voir que non. Les choses ne s'accélèrent pas, mais elles se clarifient. Mais au contraire, Dieu intervient pour que les choses prennent leur temps. Mais ça, on verra ça la prochaine fois et la fois d'après, si besoin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.